Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez sur Télé Antilles, en France, également à Mayotte, à La Réunion, en Guyane et en Guadeloupe, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Franck Sainte-Rose-Rosemont, qui est président d'une association qui s'appelle les Ateliers Chelcherois. Monsieur Franck Sainte-Rose-Rosemont, bonsoir. Bonsoir, monsieur Laouché. Vous allez bien? Bonsoir aux téléspectateurs. Très bien. Vous êtes candidat aux prochaines élections à Chelcher, aux élections municipales de Chelcher. Tout à fait. Vous voulez être le premier magistrat de la ville de Chelcher. Absolument. Le premier magistrat de la ville de Chelcher. C'est bien ça. C'est quelque chose d'important. C'est extrêmement important et tout à fait sérieux. C'est tout à fait sérieux et important. Moi, je vous pose la question de savoir pourquoi vous n'avez pas une veste et une cravate, si c'est important et sérieux. Excusez-moi, mais bon. Parce qu'il me semble que ce qui est important et sérieux ne passe pas nécessairement par ces symboles-là. Et puis nous sommes en Martinique. Il fait tout simplement 38 degrés dehors et que je me vois mal porter une veste et une cravate. Alors, quand vous serez maire, vous ne porterez pas de cravate et de... Ça pourra m'arriver de porter quelques attributs. La cravate, si elle est obligatoire, oui. La veste peut-être plus fréquemment. C'est vrai que je considère et que je sais que l'on considère que la tenue fait partie des signes de respect en direction des personnes que vous allez visiter. Voilà. Néanmoins, je suis plutôt un homme détendu et ben écoutez, je n'ai jamais porté de cravate. Simplement. Bon? Jamais. J'ai déjà eu des rendez-vous ministériels dans ma carrière. Je n'ai jamais porté de cravate. Une veste, oui, mais pas de cravate. Très bien. Est-ce que... Moi, j'ai pris l'habitude de checker au lieu de donner la main. Et vous êtes une des personnes qui refusait obstinément de checker plutôt que de donner la main. Est-ce que vous me dire pourquoi? Je trouve que de serrer la main de quelqu'un, c'est de lui donner quelque chose, c'est de recevoir quelque chose, voilà, qui est beaucoup plus fugitif à l'occasion d'un chèque. Cette chose est plus fugitive. Le chèque est plus fugitif qu'une poignée de main, qui vous permet de mesurer l'implication de la personne, sa détermination, beaucoup de choses. Voilà, peuvent passer par une poignée de main, c'est important pour moi, ça. La chaleur aussi. Voilà. Ce sont des choses qui... La texture de sa main, si elle est main calme, si elle est main douce. Oui, tout ça. En même temps, vous lui donnez la main, vous le regardez dans les yeux, vous le jugez, vous le jaugez. Non, je ne le juge pas. Ah, c'est ce que vous êtes en train de dire. Je ne le juge pas, mais j'apprends un peu à connaître la personne à qui je m'adresse et qui s'adresse à moi. Vous avez quel âge? 49 ans. Bientôt 50. Bientôt 50. Est-ce qu'il ne vous semble pas important, c'est les jeunes Tchèques, est-ce qu'il ne vous semble pas important à votre âge de lancer quelque part des messages aux jeunes, de leur dire, nous on vous apprend tout le temps des choses, on peut aussi recevoir des choses de vous, on va emprunter votre tchèque. Est-ce que c'est un message qui vous parle? Non. Je rencontre depuis toujours, et en particulier depuis un an que nous avons engagé cette démarche citoyenne, beaucoup de jeunes. Il ne s'agit pas de faire de mimétisme, ni de jeunisme, ni de mimétisme. J'ai 49 ans, je sais bien que 49 ans, je ne suis plus jeune. Voilà, je ne suis plus jeune. Et je pense que chacun vient avec ce qu'il est, tout simplement. Moi, je viens comme je suis, avec ce que je suis et avec ce que j'ai à apporter. Ça ne m'empêche nullement d'avoir des échanges équilibrés avec les jeunes. Et je pense que... Vous checkez avec eux ou leur donnez la main? Non, je leur donne la main. D'accord. Voilà. Et ça arrive que quelqu'un vienne vers moi avec le poing. Bon, moi je... Vous ne checkez pas? J'ouvre la main, de la même manière qu'il met le poing, j'ouvre la main, bon, voilà. Comment se fait la rencontre? Qu'est-ce qui cède? Bien. Donc, en tout cas, vous ne faites pas beaucoup de concessions, quoi. Vous n'êtes pas l'homme des concessions. Vous êtes ce que vous êtes. Vous avez 49 ans. Vous arrivez avec ce que vous êtes, qui vous êtes, et bon, voilà, tant pis. Les autres. Je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec les concessions. C'est simplement de l'authenticité. Voilà.
je ne me dénature pas pour plaire aux autres, et je pense que l'essentiel n'est pas là dans une rencontre. Voilà. Tout simplement. D'accord. Est-ce que vous êtes membre d'un parti politique? Aucunement. D'accord. Est-ce que vous avez déjà été membre d'un parti politique? Bien entendu, bien entendu. On vous a mis dehors ou vous êtes parti? Ah, j'ai démissionné. Alors, je suis d'abord parti de fait. Alors, bon, j'ai adhéré et j'ai milité au PPM à un niveau assez important, d'ailleurs, dans mes jeunes années. Voilà, de mes 25 à mes 35 ans, environ, pendant une dizaine d'années. J'étais d'ailleurs membre du comité national. J'étais secrétaire à la presse, voilà, ça s'appelait comme ça. Il y avait un secrétaire général, et il y avait des secrétaires généraux adjoints, et il y avait un secrétaire à la presse, voilà, qui s'occupait de tout ce qui était communication, et en particulier du journal Le Progressiste. Voilà. Voilà, ça a été une période très, très intéressante de ma vie, et une période qui m'a aussi permis de me rendre compte que cette forme d'embrigadement ne correspondait pas à mon tempérament. Voilà. Et donc, j'ai donc milité au PPM, et j'en ai démissionné en 2008. Voilà. Ça fait 11 ans que j'ai démissionné du PPM. Et depuis, je n'ai pas ni repris, ni souhaité reprendre d'activités militantes dans un parti politique, en tout cas. Donc pour vous, être au PPM, c'est un embrigadement? Pour moi, être dans un parti politique qui a déjà sa ligne, sa philosophie, oui, c'est une forme d'embrigadement de parti politique. Mais à un moment, j'ai considéré que je n'avais pas, moi, les qualités, certainement, ou le tempérament, et la patience pour faire évoluer les choses telles qu'elles me paraissaient concevables à moi, quoi, et telles qu'elles me paraissaient souhaitables aussi pour la Martinique. Mais on le voit aujourd'hui, ce sont quand même ces rigidités, je parle souvent de limites et de rigidités, ce sont quand même elles qui font que nous avons beaucoup de projets, de dossiers qui n'avancent pas, beaucoup de choses qui auraient pu être décidées en concertation et avec beaucoup de consensus. Et bien, ce consensus ne se crée pas parce que chacun est un peu enfermé dans son clan. Voilà. Et c'est ce que moi je refuse, et c'est ce que je ne me suis pas senti le tempérament d'affronter pendant plus de 10 ans. Voilà. Donc pendant les 11 ans pendant lesquels vous avez été membre du Parti progressiste martiniquais, un membre important, c'était qui le secrétaire général? Alors il a changé. Il y a eu Camille Dancière, Feu Camille Dancière, qui était vraiment un secrétaire général remarquable. Voilà. C'était une personne investie, engagée, sérieuse. C'est une personne qui prenait son rôle très à cœur et qui ne faisait pas que de la politique politicienne. Hein. Il était dans une démarche de formation vis-à-vis de nous, les jeunes, par exemple. Et moi, je me souviendrai toujours que tous les samedis matins, pendant des mois et des mois, Camille Dancière prenait 2 heures, 2 heures et demie de son temps pour nous parler de la Martinique, pour nous parler des luttes syndicales, pour éveiller notre conscience à ce qui paraissait juste au PPM et à lui-même. Et puis il y a eu Pierre Suédil, il y a eu Yvon Paquit, voilà. Et le PPM a évolué, cette fonction s'est renouvelée. Bon, voilà. J'ai donc connu plusieurs secrétaires généraux au PPM. Les héritiers de M. Camille Dancière ne vous ont pas paru être au niveau? Du tout. C'est pas ça la question. Non, c'est pas du tout ça la préoccupation. C'est vraiment que ce cheminement-là m'a permis à moi de découvrir que je ne me sentais pas à l'aise dans ce cadre-là. Voilà, tout simplement. D'accord. Et le fait d'être resté
plus de 10 ans sans aucune activité politique directe. Et le fait d'avoir créé aujourd'hui un mouvement qui est vraiment un mouvement citoyen, on en parlera, j'espère, les ateliers chez le Chérois, témoigne bien que, voilà, j'avais moi, c'est tout à fait personnel, hein, j'avais moi du mal à m'inscrire dans cette dynamique de parti. Ok. Vous m'avez regardé tout à l'heure, à l'instant là, avec un reproche dans les yeux, en l'air de dire, j'espère qu'on va parler des ateliers chez le Chérois, c'est pour ça que je suis là, arrêtez de me parler du passé. Bien entendu. Le passé éclaire le présent. C'est extrêmement important de connaître le passé des gens, comme il est important de connaître qui vous êtes. Alors, vous allez me dire un petit peu qui vous êtes, parce que si ça ne vous fait pas beaucoup de peine, peut-être que les gens ne vous connaissent pas beaucoup, quoi. Donc, j'en suis bien conscient. Alors, si vous voulez nous expliquer qui vous êtes. Je m'appelle donc Franck Sainte-Rose-Rosemont, j'ai 49 ans, je suis né en France, à Périgueux. Voilà, j'y ai passé les 5 premières années de ma vie. Mes parents, hein, qui étaient des Martiniquais bontins, étaient partis faire leurs études et avaient entamé, comme beaucoup de Martiniquais, leur carrière là-bas. Ma mère est gestionnaire, était gestionnaire d'établissement, elle est aujourd'hui à la retraite. D'établissement scolaire. Oui. Voilà. Donc elle a travaillé notamment ici au collège de Corridon et au lycée de Bellevue, à Fort-de-France. Et mon père était infirmier. Voilà, infirmier d'urgence. Voilà, je suis donc rentré en Martinique à 5 ans. Et puis voilà, hein, j'ai vécu un temps à Corridon et un temps à Bellevue. Voilà. Donc j'ai eu une enfance et une adolescence foyalaise. Voilà, j'étais un petit garçon heureux, entouré de ses 2 frères. Voilà, vous avez 2 frères, c'est tout. Nous sommes 6 au total, parce que mon père s'est remarié et qu'il a eu de nouveau 3 enfants. Voilà. Et nous nous voyons tous les 6 de manière très régulière et de manière assez égale. Voilà. Et donc je parlais de mon enfance qui a été totalement heureuse. Hein. Bon, voilà, de mes 5 ans à mes 12 ans, j'ai vécu à Corridon. Voilà, j'ai encore en mémoire de manière très précise toutes les bêtises qu'on peut faire quand on a cet âge-là, à vélo, en skateboard, en désobéissant aux parents et en faisant des choses totalement inciviques. La jeunesse, quoi, l'enfance. Et puis ensuite, ma mère a changé d'affectation professionnelle. Elle a été affectée au lycée de Bellevue et donc nous avons vécu. Et donc, pour le coup, j'ai vécu de mes 12 ans à mes 17 ans au lycée de Bellevue. Et puis, vous habitiez dans le lycée? On habitait dans le lycée. D'accord. Ok. Et puis, je suis parti faire mes études, des études de communication qui ont duré 4 ans. Et puis, vous avez fait vos études où? À Paris. D'accord. Dans une école spécialisée qui délivre un master en communication institutionnelle. D'accord. Et quand c'était les vacances scolaires, pendant vos études, vous faisiez quoi? Je rentrais systématiquement. Vous rentriez systématiquement? Systématiquement. J'allais le dire, quand mes études se sont achevées et que j'ai été diplômé, je me suis empressé de rentrer chez moi. Voilà. Et j'ai même voulu, en cours de route, au bout de 2 ans, mettre fin, couper court à ces études et rentrer chez moi parce que voilà, l'ambiance de mon pays me manquait, mes racines me manquaient, mes repas, ma famille me manquait. Voilà, la Martinique vous manquait. C'est ici que je suis bien et voilà, je ne suis pas reparti. D'accord. Donc, Corridon, c'est Fort-de-France, hein, oui, Fort-de-France Sud. Oui. Bellevue, c'est plus Fort-de-France Nord. Mais on est toujours à Fort-de-France. Tout à fait. À quel moment vous me parlez de Shell-Share? Parce que vous êtes candidat à Shell-Share. Qu'est-ce que Shell-Share vient faire là-dedans? C'est vrai, je dirais que j'ai vécu ma vie de jeune homme en France et à Fort-de-France. Et ma vie d'adulte, je la vis à Shell-Share. Voilà. Ma vie d'adulte et de père de famille. Oui, évidemment. J'habite Shell-Share depuis 24 ans. D'accord. Et voilà. Pour moi, on va certainement y revenir, mais pour moi, le Shell-Chérois, c'est celui qui aime sa ville, celui qui choisit de s'installer dans cette ville,
celui qui donne à cette ville, qui reçoit de cette ville, qui grandit dans cette ville. Voilà. Moi, je considère que je n'ai pas d'autre patrie aujourd'hui que Shellshare. Je suis un Shellsharois depuis 24 ans. Je n'ai jamais passé autant de temps en un seul endroit. D'accord. Tout simplement. Mais au-delà, parce que vous me donnez l'occasion de parler de ça, être Shellsharois, c'est donc aimer sa ville, contribuer d'une manière ou d'une autre. Pourquoi vous avez choisi de vous vie. installer à Shellshare? C'est une ville qui me plaisait depuis toujours. Vous savez que Bellevue est totalement limitrophe de Shellshare. Une fois que vous avez passé le rond-point, le supermarché, le rond-point, vous êtes à Shellshare. Voilà, donc c'était, si vous voulez, ma zone d'influence quand j'étais adolescent, hein, puisque je suis arrivé à 12 ans, je suis parti à 17 ans. Voilà, et là, je veux dire, je passais la moitié de mon temps à Shellshare et avec des gars de Shellshare. Et voilà, c'est une zone, on ne se préoccupe pas, nous, quand on a 15-16 ans, de savoir si on passe à Shellshare ou pas. On circule, d'autant que j'étais motard et que je circulais allègrement partout en Martinique, mais en particulier dans cette zone, dans ce bassin, Fort-de-France-Ouest, Shellshare, qui est un bassin assez homogène, c'est un bassin assez naturel. D'accord. Vous savez que Shellshare, je vous interromps, mais vous savez que Shellshare est le résultat d'un partage entre Casse-Pilote et Fort-de-France. Là encore, je pourrais, si j'ai envie de tirer les choses par les cheveux, vous dire que je suis à Shellshare depuis que j'ai 12 ans. Parce que ces quartiers-là, bon, voilà, ça faisait vraiment partie de la même unité démographique, sociologique, qui fait Pointe-de-Jam, Batelière, etc., et qui fait de l'autre côté Bellevue, Pointe-des-Nègres. Voilà, il y a une unité de population dans ces quartiers-là. Il y a d'ailleurs beaucoup de familles qui sont de chaque côté. Ok. Je vais vous éviter d'avoir des ennuis avec votre femme ce soir. Si vous voulez bien m'en parler, si vous êtes marié, si vous avez des enfants. C'est d'ailleurs l'un des éléments qui fonde mon ancrage à Shellshare et le fait que personne ne peut me contester ma Shellsharité. Personne ne peut me le contester. Je suis là depuis donc, que j'ai 25 ans. J'en ai 50 bientôt. Donc voilà. J'ai 2 enfants j'ai une fille qui a 14 ans, qui s'appelle Siloé, et un fils qui a 11 ans, qui s'appelle Stéphane. Et je suis très fier d'eux. Ce sont des petits Shellsharois, exclusivement pour le coup. Voilà, ils ont fait tout leur parcours de vie à Shellshare, chez nous quand ils étaient bébés, à la crèche, à la maternelle, en primaire, au collège aujourd'hui pour ma fille. Voilà. Malheureusement, ma fille ira certainement au lycée Shellshare. Pourquoi malheureusement? Parce qu'il n'est pas à Shellshare. Mais bon, il s'appelle au moins le lycée Shellshare. C'est pour le trait d'humour. Mais voilà, mon épouse s'appelle donc Dominique. Nous nous sommes rencontrés il y a 20 ans. Et ben, nous vivons, depuis que nous nous connaissons, nous sommes rencontrés à Shellshare et nous vivons tous les deux à Shellshare. Alors moi, j'y vis depuis 24 ans, il vit depuis 21 ans. D'accord. Et voilà, on s'est rencontrés là, on s'est mariés là. Enfin, on s'est rencontrés là, on a fait les enfants là, et on s'est mariés là, on s'est mariés après. D'accord. Voilà. Bien, ça c'est la carte d'identité. Alors essayez de saisir un peu mieux votre personnalité. Vous avez 22, 20 ans, 21 ans, 22 ans, vous faites des études en France, quoi. Vous êtes à un moment de votre vie où vous devez être curieux, vous ouvrir au monde, apprendre des choses du monde. Et la seule chose qui vous intéresse, c'est de revenir en Martinique. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous pensez que vous avez l'état d'esprit qu'il faut d'ouverture au monde pour pouvoir diriger une commune, même si elle est en Martinique? Je crois que oui. Je crois que oui, malgré tout. Pour moi, ce qui est important, c'est toujours d'être en accord avec soi-même. Voilà. C'est extrêmement important. Si aujourd'hui je fais cette démarche-là, c'est que j'y suis prêt et c'est que je suis bien entouré pour le faire. Mais c'est important d'abord, à l'intérieur de moi-même, d'être en cohésion, en cohérence. Oui, écoutez, je suis parti assez tôt faire mes études, à 17 ans et demi.
Je suis revenu à 21 ans et demi, hein, donc toujours très tôt. Vous voyez, donc moi je pense que j'ai pu avoir, un peu avant ma trentaine, des regrets de n'avoir pas voyagé davantage, même si quand j'étais étudiant, les petites vacances me servaient à aller dans les pays limitrophes, quoi. Voilà. Donc j'ai pu aller en Espagne, j'ai pu aller en Italie, voilà. J'ai pu aller en Belgique. Vraiment limitrophe. Voilà. Oui, limitrophe. Ouais. C'était les petites vacances. C'était les vacances de 15 jours. Oui, les vacances de Noël, les vacances de Pâques. Voilà, je ne rentrais que pendant les grandes vacances en Martinique. Et le reste du temps, soit je restais. Et vous viviez avec qui à Paris? Seul. Vos amis, c'était qui? C'était les étudiants rencontrés. Vous étiez dans quel site universitaire? J'étais à Antony. Voilà, exactement. Voilà. Donc, c'est très important. Oui, Boudin, Accra. Oui, ça compte. On est entre nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas en Martinique, mais oui on est en Martinique quand même. Quoi. Oui et non. J'ai quand même fait preuve d'ouverture. Je veux dire, je faisais quand même des études un peu particulières, des études de communication. Bon, il y a 30 ans de ça. Ce n'étaient pas les études les plus courantes du monde. Et j'avais quand même des relations très cordiales et très amicales avec mes camarades de classe, qui étaient pour la plupart des bourgeois des beaux quartiers de Paris. Voilà. C'était quelle école? C'était une école privée qui s'appelle l'EFAP, qui existe toujours et qui est une école assez remarquable. Une bonne réputation. Voilà. Et donc, non, l'ouverture n'est pas le problème. Moi, je pense que le problème à l'époque, c'était peut-être la maturité. Ah, vous avez un petit jeune homme qui est resté en famille, soudé, de sa naissance jusqu'à ses 17 ans. Et puis, il y a eu cette rupture. Moi, j'avais envie de cette rupture. Hein. Et donc, je suis parti, mais... Vous la supportiez. Mais c'est dur. On voit votre personnalité. Et puis l'autre chose que je veux rajouter, c'est aussi que quand vous êtes là-bas, moi, honnêtement, j'ai découvert que j'étais noir quand je suis arrivé en France. Parce que ce ne sont pas des préoccupations que nous avons ici. Et pourtant, nous avons des blancs, nous avons des noirs, nous avons des mulâtres, nous avons des chinois. Vous avez rencontré le racisme ou pas? Je n'ai pas personnellement rencontré le racisme. Bon. Mais je l'ai quand même découvert. J'ai découvert des regards, j'ai découvert du racisme exprimé vis-à-vis de l'Afrique. Mais vous n'êtes pas tellement noir, vous n'avez pas les cheveux crépus, quel était le problème? Vous prenez pour un Indien là-bas? Pour un type de l'Inde, je veux dire. Non. Avec l'âge, moi, les cheveux, ils font un petit peu plus plats. Ah bon? Et à l'époque, ils étaient un peu plus crépus. Ils étaient un peu plus crépus. Et j'ai découvert à la fois ma différence, et j'ai aussi découvert que mon pays était riche de culture, que c'était un creuset. Et j'ai découvert la Martinique à Paris, pas quand j'avais 16 ans ici. Voilà. D'accord. Parce que je pense qu'on grandit, on est plus conscient. Et puis dans ce milieu estudiantin à Antony, bon, vous avez la culture. Alors là, vous avez à la fois la culture guyanaise, la culture guadeloupéenne et la culture martiniquaise qui s'exprime de manière très exacerbée. Oui, très roots. Et donc j'ai découvert ça. Et voilà. Et c'est aussi l'un des motifs d'envie de rentrer chez moi pour revoir chez moi avec des yeux neufs. Voilà. Est-ce que la France est un pays raciste selon vous? Oui, je dirais que la France est un pays ignorant. Voilà. Peut-être plus que raciste, ignorant. Parce que la réalité, c'est que vous avez beaucoup de peur. Voilà. C'est beaucoup de peur qui s'exprime et qui se transforme de fait en racisme. Mais ce que je constate aussi, c'est que quand les hommes, quand les êtres humains sont autour d'une table, quelles que soient leurs couleurs, quelles que soient leurs origines, ces choses-là se diluent. Quoi. Bon, sauf pour des franges de population qui sont un peu malades. Bon, mais là, il y en a partout. Mais oui, je pense que l'ignorance a un rôle. Vous seriez très d'accord important pour dire que la France n'est pas un pays raciste, mais qu'il y a des racistes en France comme partout? Oui, je pense que c'est bien. Je pense que c'est être mieux exprimé comme ça. Dites-moi, vous avez un journal, vous avez un journal sur le web qui s'appelle politiquepublique.com. .com. Politiquepublique.com.
Vous avez fait une grande école de communication. Vous êtes donc un grand communicateur. Vous êtes un journaliste, puisque vous travaillez dans... Je suis supposé être un communicant, c'est vrai. Alors, comment pouvez-vous faire un programme encore 6? C'est-à-dire que c'est illisible. Ça, c'est extraordinaire. Ça, écoutez, je vous fais de la peine, mais c'est la base de la communication, ça. Ce document-là n'est pas fait pour être distribué. J'ai pas eu envie de. Pourquoi on veut le donner? J'ai pas eu envie de venir avec une feuille. Il fallait venir avec un cahier, avec plusieurs pages et tout ça. J'ai envie de vous dire que si vous. Je suis sûr que vous distribuez ça. J'ai envie de vous dire que si vous. Non, du tout. Si vous vous étiez renseigné, vous auriez été sur notre site internet et vous auriez trouvé quelque chose de plus lisible. De plus lisible. Alors, cela, vraiment, c'est. Bon, les journalistes sont-ils sérieux? C'est une vraie question aussi. Bon, c'est pas grave, on va essayer de lire quand même. Alors, on arrive quand même à lire. On arrive à lire Conseil consultatif citoyen. Bon, je mets un truc en face. J'ai écrit démagogie. Mais je vous écoute. Mais vous avez totalement tort. Et totalement. Totalement. Et je dirais même que ce que nous faisons depuis alors je vous ai dit que l'association des ateliers Chelchirois, elle a été créée il y a 1 an, par 9 amis. Combien de femmes? 4 femmes. D'accord. Voilà. C'est la stricte parité. Non. Voulue. Vous êtes 9, il y a 5 garçons. Oui. Ah ben voilà. Un conseil municipal qui comporte 35 membres, si son chef de file est un homme, il y aura 18 hommes et 17 femmes. Vous avez dit parfait, c'est pas parfait. C'est s'il y avait 10 personnes, c'est 5. Alors c'est la loi qui ne permet pas la perfection. Donc on a créé cette association il y a 1 an, mais cette réflexion sur la situation de Shellshare et sur notre propre engagement date d'il y a environ 2 ans. Voilà. Ça m'embête de commencer bille en tête par cette mesure de conseil citoyen, sans vous avoir expliqué un peu Non, mais vous avez la parole. Schéma. Vous avez la parole. Ce que nous avons constaté, c'est que, oui, nous ne prenions pas assez part aux décisions qui nous concernent dans cette ville. Nous, citoyens, nous, simples citoyens de Shellshare. Mais que nous n'étions pas non plus sollicités pour prendre la parole et pour nous exprimer. Voilà. Contrairement aux incantations liées à la démocratie participative. Voilà. Tout le monde invoque la démocratie participative, peu la pratique. Voilà. Et à Shellshare, on ne pratique pas la démocratie participative. C'est vrai que c'est le mouvement Vivre à Shellshare avec Luc Luxon Clémenté qui a lancé cette thématique dès 1995. Non, il faut lui reconnaître ce positionnement et cette vision-là. Sauf que ça n'a jamais été mis en œuvre. Voilà. Et les réunions de quartier et les délégués de quartier sans pouvoir, et les réunions de quartier qui se réunissent plutôt à l'approche des élections et qui sont là pour relever les doléances des citoyens ne constituent pas un vrai exercice de démocratie participative, à nos yeux, au sein des ateliers Shellchirois. Voilà. Et donc, c'est un peu le constat que nous avons fait du point de vue de la citoyenneté. L'autre constat que nous avons fait, mais bon, celui-là est peut-être plus traditionnel, tous les acteurs de beaucoup de communes le font, mais il est quand même assez criant à Shellshare. Nous avons une ville qui a des atouts innombrables. Voilà. Ce n'est pas exagéré que de dire que Shellshare a des atouts innombrables. Elle a une façade maritime exceptionnelle, qui fait plus de 5 km de long. Elle a 5 plages de mémoire. Elle a une activité de pêche qui est encore bien vivante. Elle a un bourg et des quartiers qui sont typiques de l'urbain martiniquais. Elle a un arrière-pays que j'aime bien qualifier de magique. Il est magique, cet arrière-pays, parce que c'est vraiment la campagne. C'est la campagne à la ville. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez Ambasso, ou l'autre bord, Fond du Clos, à Fond-la-Haye. Quand vous entrez là, vous n'êtes plus à la ville, du tout.
du tout. Vous êtes vraiment à la campagne, vous êtes à la rivière, vous êtes... voilà. Et cet arrière-pays qui voit d'ailleurs naître les pitons du Caraïbe, on les appelle les pitons du Caraïbe, mais ce sont des pitons de Shellshare. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais si vous voulez, il n'y a pas de souci. Oui, c'est pas si je veux. C'est pas si je veux. C'est une réalité géographique. Voilà. Les pitons, bon, pour certains d'entre eux, oui, prennent naissance à Shellshare. Voilà. Et donc cet arrière-pays, il est à la fois magique par ces éléments-là, mais aussi par les gens qui y vivent, quoi. Il y a un humain très très riche à Shellshare et c'est un humain qui vient de loin. Vous savez que quand la montagne Pelée a explosé en 1902, quelques Pirotins, quelques Péléens et beaucoup de Préchotins qui avaient été affectés par la montagne Pelée ont trouvé refuge à Shellshare, et notamment dans les quartiers Fontlaillé et La Démarche. Voilà, quelques milliers de personnes. Ce qui a beaucoup pesé à cette époque-là sur la démographie et sur la composition un peu sociologique de Shellshare. Donc Shellshare, c'est un pays riche. Voilà, c'est un pays riche. On a coutume de dire, et pas qu'à Shellshare, que chaque quartier c'est une commune. Bon, c'est très vrai à Shellshare. C'est très vrai à Shellshare. Et voilà, donc. Quand on ajoute à ces atouts naturels et historiques des éléments urbains aujourd'hui, urbains ou économiques, que sont l'université et le pôle consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie, qui drainent chaque jour près de 6000 personnes dans Shellshare. Quand on ajoute le palais des congrès, alors je serais incapable de vous dire combien de personnes il draine, mais c'est un poids lourd économique. Il fut un temps pour la commune, aujourd'hui pour l'agglomération, mais par le jeu des reversements, ça reste un poids lourd économique pour Shellshare. Et voilà, je pourrais continuer à égrener comme ça les atouts de cette commune. Le casino est où? Qui aujourd'hui, le casino est également à Shellshare. L'hôtel La Batelière est également à Shellshare. Bon, voilà, on a un supermarché, 2 supermarchés assez importants. On a une clinique Sainte-Marie qui, malgré ses difficultés, doit continuer à vivre. On va peut-être en parler un peu plus tard. Voilà, donc c'est une ville totale, c'est une ville complète, c'est une ville qui a des activités, c'est une ville qui est pourtant dans une forme d'apathie, de marasme et de sommeil. Voilà. Et ce sommeil, je n'aime pas les attaques très directes, hein, c'est pas tellement mon style, mais ce sommeil, il date bien d'une dizaine d'années. Voilà. D'accord. Moi, ça fait 25 ans que je suis là. J'ai quand même vu cette ville évoluer. Voilà. J'ai vu des aménagements, j'ai vu des quartiers naître. C'est heureux ou pas, d'ailleurs. Certains quartiers qui naissent, comme celui de Sainte-Catherine, du côté de la sécurité sociale, voilà, qui est limitrophe de Fort-de-France. Bon, c'est un quartier qui n'aurait pas dû naître de cette manière-là. Mais, si vous voulez, ce sont des choses qui ont été engagées par les maires précédents et sur lesquelles il est difficile de revenir. J'ai vu les places du bourg se construire. Voilà, j'ai vu des activités, on l'a vu, sous la mandature de Stache Bertrand, puis d'Alfred Almond, le palais des congrès de Madiana s'implanter. Voilà, c'était une ville qui, tout en restant une ville un peu satellite de Fort-de-France, avait sa propre dynamique. Bon. Depuis 10 ans, on n'y est plus du tout. Quel rapport avec le Conseil consultatif citoyen, alors? Je parlais simplement des constats qui nous ont conduits à Vous avez fait un froid constat d'huissier. C'est bien ça? Vous êtes un huissier. Bon. On va venir Juste aux positions un peu plus chaleureuses. Une question un petit peu perfide. Vous travaillez où? Je travaille à la ville de Fort-de-France depuis 2 ans. D'accord. Ouais. Donc, vous étiez membre du Parti progressiste martiniquais. Ouais. Vous avez démissionné. Et puis, vous avez travaillé ailleurs. Oui. Et puis vous êtes revenu à votre compte. Oui. Puis vous êtes revenu à la ville de Fort-de-France. Oui, c'est bien ça, qui vous a embauché. Oui, qui m'a recruté. Qui vous a recruté. Oui, vous préférez le mot recruter qu'embaucher. La ville de Fort-de-France m'a recruté. Plutôt qu'embauché, pourquoi? Pareil, je ne suis pas allé en quête de la ville de Fort-de-France. À un moment de ma vie,
Voilà, parce qu'on est des hommes, hein, on a une vie d'homme. À un moment de ma vie, j'ai été j'ai eu le sentiment que j'arrivais au bout de la construction de politique publique, ou au bout de ce que moi je pouvais en faire. Journal, ouais. Voilà, de cette entreprise. C'est un journal, mais c'était aussi une entreprise. Ouais. Voilà, et j'ai souhaité revenir pour un temps au moins à la ville de position de Fort-de-France, salariat. Et la ville de Fort-de-France m'a fait des propositions. J'ai eu des propositions ailleurs, mais la ville de Fort-de-France m'a fait des propositions intéressantes. Elle ne m'a pas accueilli, elle m'a recruté. Elle vous a recruté. Oui, pour mes compétences. Pour vos compétences. Absolument. Et donc vous êtes sûrement un sous-marin du PPM à Shellshare. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Ça me Je ne savais même pas que ça se disait. Alors, vous voyez, c'était une boutade, mais bon. J'ai déjà entendu ça. Oui. Mais ça devient un peu compliqué à porter. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais c'est pas du tout vrai. C'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. On peut pas être dans une forme de rupture, même si elle n'est pas belliqueuse avec un parti, et puis comme ça, là, opportunément, devenir le sous-marin. Moi, je crois qu'il faut vraiment arrêter de voir des complots partout. Il y a aussi des gens qui font des choses parce qu'ils ont juste envie de les faire et parce que ça leur paraît. Vous avez une certaine reconnaissance quand même. Ils vous ont recruté. Bon, si vous devenez maire, voilà quoi. Je veux dire. Si je deviens maire, je pense que j'aménagerai mes activités autrement pour pouvoir tenir mes engagements vis-à-vis de Shellshare sans contrainte. Vous allez laisser votre boulot ou pas? C'est possible, c'est possible. Ça fait partie des possibilités. Ça dépendra à la fois de l'ambiance. Alors, démocratie participative, est-ce qu'il y a quelque part dans le monde où vous savez que ça a bien fonctionné? Ça vient du Brésil, ce concept-là. Oui. Est-ce que ça a bien fonctionné? Oui, il y a des endroits où ça fonctionne bien. Il y a des cantons en Suisse où il y a de la démocratie participative. Il y a des villes en France où il y a de la démocratie participative. Et il y a toujours des régions ou des villes au Brésil où ces dispositifs-là sont assez globalement, vivants. il y a un dictateur au Brésil. Voilà. Oui, ce qui n'empêche pas à certains quartiers, à certaines régions, parce qu'il y a quand même... C'est un grand pays. C'est un système fédéral. Voilà. Pays, donc vous avez des unités de gestion qui sont plus proches du citoyen. Et donc, je disais démagogie parce que c'est une tarte à la crème, quoi, de faire penser aux citoyens qu'il est capable, que c'est lui qui va diriger la ville, qu'il est capable de diriger, de tout comprendre et tout ça. C'est un peu démagogue, quoi, je veux dire, non? Je ne le crois pas, je ne le crois pas. Alors, j'en reviens à notre propos. Cette association que j'ai créée avec d'autres, on a commencé à 9, on a beaucoup travaillé. Rapidement, on s'est retrouvé 30. Aujourd'hui, on est 66 adhérents à l'association. Et puis, bien sûr, on a des gens qui gravitent un peu autour de nous. Donc, ce qui fait que on a une centaine de personnes en force vive autour de cette dynamique des ateliers Shellsharois. Le travail que nous avons mené en atelier, parce qu'on ne s'appelle pas les ateliers Shellsharois gratuitement, nous avons réalisé pendant l'année 2018 des ateliers ouverts à tous les Shellsharois au Palais des Congrès de Madiana, sur des thèmes comme la vision générale de Shellshare. Quelle est votre vision de Shellshare? Vous êtes habitant de Shellshare, quelle est votre vision? Des thèmes comme le développement durable ou le développement économique. Et depuis janvier 2019, nous sommes passés à des ateliers de quartier. Voilà. Et donc dans chaque quartier, on réunit des petits groupes d'habitants pour traiter sur table. Pas dans une réunion publique où tout le monde, dans le désordre, exprime ses doléances et nous demande de les régler. Nous travaillons sur table avec les habitants. Alors oui, nous listons à la fois les difficultés des quartiers et leurs atouts, et nous construisons ensemble, nous, membres de l'association et habitants. D'ailleurs, il y a toujours un membre de l'association qui est habitant du quartier, parce que nous sommes du Shellsharois, de tous les quartiers. Et nous construisons ce que vous avez sous les yeux, cet avant-projet citoyen, faire Shellshare ensemble. Cet avant-projet, c'est un avant-projet d'abord parce qu'il continue à se construire. On a encore une année désormais de campagne électorale, puisque j'ai officialisé ma candidature. Mais c'est une année de travail, on va continuer au même rythme que ce que nous avons engagé, en rencontrant les habitants dans leur quartier et en construisant avec eux des projets, des idées. Et ce projet, il est articulé selon deux grands axes qui ont émergé de la réflexion des citoyens. C'est la citoyenneté, on en a déjà pas mal parlé, mais on va venir à l'opérationnel, et c'est l'excellence. L'excellence, c'est tirer profit de tous ces atouts dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qui est tout à fait possible dans notre cas.
Je reviens à la citoyenneté. La citoyenneté, oui, il faut pas tromper les gens. Les gens ne vont pas, les citoyens ne vont pas chacun devenir maire de Shellshare, ni de leur quartier. Mais il y a des outils opérationnels qui peuvent être mis en place et qui leur permettent d'avoir davantage de prise sur leurs affaires, sur leur réalité. Ces outils opérationnels, c'est quoi? C'est un conseil consultatif. Alors, vous me dites que c'est démagogique, ça veut dire que le CZM est un outil démagogique. Le CZM, qui est le conseil consultatif adossé à la collectivité territoriale de Martinique et qui permet au monde associatif, au monde professionnel de donner des avis obligatoires parfois sur les projets. Avec beaucoup d'efficacité. Sur les projets régionaux. Avec beaucoup d'efficacité ou pas? Tout n'est pas dans l'efficacité. Tout n'est pas dans l'efficacité. C'est important que les gens puissent s'exprimer et c'est important qu'à un moment, on puisse faire le constat que les citoyens avaient souhaité ça ou ça. Alors, idéalement, oui, il faut que les gouvernances puissent au maximum utiliser et mettre en œuvre la volonté des citoyens. Moi, c'est ce qui me paraît cohérent. Voilà. On n'est pas là, moi je ne suis pas là pour établir des dogmes, des principes et de l'idéologie et pour les dérouler à ma sauce. Je suis là pour servir les gens de Shellshare. Est-ce que vous avez des conseils municipaux? Ah, du tout, nous sommes un groupe. Non, si vous êtes maire, vous aurez des conseils municipaux. Ah, bien entendu. À quoi ils servent alors? Ils vont valider les décisions. Alors, je continue. Non, mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Je continue. Premier élément, un conseil consultatif adossé au conseil municipal. Il donne un avis obligatoire avant chaque débat d'orientation budgétaire. Donc, une fois par an. Voilà. Il a un document de programmation de l'année de la municipalité et il donne un avis motivé sur ce document avant que nous ne votions le budget. C'est important. Le deuxième élément, ce sont les conseillers de quartier. Aujourd'hui, il existe à Shellshare des conseillers de quartier. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, pas dans des termes très élogieux, parce qu'ils ne sont pas utilisés comme ils devraient l'être. Ce que nous voulons, c'est réorganiser ces conseillers de quartier de manière équilibrée, et nous voulons leur donner la possibilité de disposer d'une enveloppe dans le budget municipal. Là, vous imitez ce qui se fait un petit peu en France. Là. Mais certainement, certainement. Alors, nous ne sommes pas dans l'imitation, on est dans le pragmatisme et dans ce qui fonctionne. Et dans ce qui fonctionne. Cette enveloppe budgétaire, elle sera répartie au prorata de la population des quartiers. Ça sera, entre guillemets, une petite enveloppe. Shellshare a un budget de 34 millions d'euros. Pour combien d'habitants? Pour 20 200 habitants. C'est un chiffre en baisse. Voilà. Le prochain recensement devrait nous situer plutôt autour de 19 500 habitants. Voilà. Donc Shellshare fait partie des villes qui perdent, malgré son attractivité naturelle, elle perd quand même des habitants. Une petite part donc, du budget peut être réservée au conseil de quartier. Voilà. Moi, c'est mon sentiment. C'est un calcul que nous n'avons pas fait. On ne va pas se raconter d'histoire. Nous ne sommes pas aux manettes. Nous avons pu avoir connaissance d'éléments budgétaires qui nous permettent de positionner les projets qui sont là, mais qui ne nous permettent pas d'avoir une expertise complète. Voilà. Je pense que c'est un peu le cas de toutes les oppositions qui ne siègent même pas au conseil municipal. Voilà, donc c'est un exemple que je prends quand je vous dis qu'il ne me paraît pas absurde de penser que 800 000 euros ou 1 million d'euros puissent être attribués au conseil de quartier pour intervenir dans certains domaines qui seront décidés par le conseil municipal et dans chacun de ces domaines, dans certaines mesures. Voilà. Donc c'est un peu une expérimentation que nous allons lancer sur des choses qui sont relativement limitées. Est-ce que je veux dire ça en termes simples? Donc, il y a un budget de la ville. Oui, la ville a 34 millions d'euros. On prend une partie de cet argent, on donne à chaque quartier. Non, on le réserve pour chaque conseiller de quartier. Oui. Voilà. On ne le donne pas, on le réserve. On le réserve, oui. Et les conseillers de quartier, quand ils se réunissent, établissent des priorités. Nous, habitants de Fonlaillé, nous pensons qu'il faut mettre le paquet sur la rénovation du plateau sportif. Nous pensons que l'éclairage public est la deuxième priorité. Voilà. Donc, nous transmettons cela au conseil municipal et au maire. Et le conseil municipal et le maire votent. Voilà. Et mettent en œuvre les travaux. Non, ma question était la suivante. C'est bien précis, c'est bien clair.
est-ce que le conseil municipal et le maire seront obligés de faire ce qu'auront décidé les comités de quartier? Oui, dans les limites, À la limite du budget. dans les limites de l'enveloppe accordée et dans les limites des compétences accordées au conseil de quartier, oui. C'est un engagement, en tout cas, que nous prenons. Oui. D'accord. Oui. Ok. Tout à fait. Donc vous voyez que c'est quand même un outil extrêmement opérationnel. Ah, très opérationnel. C'est un outil opérationnel. Ce comité de quartier là, Ouais. il a dit, de quartier. ce conseil de quartier, il a dit qu'il faut mettre un cours de tennis dans ce quartier. Oui. Et puis celui d'à côté, il lui faut aussi un cours de tennis. Puis celui d'à côté, il lui faut également un cours de tennis. Qu'est-ce que vous... Ah ben écoutez, je vous ai parlé tout à l'heure de limites. Voilà. C'est un exercice qui évidemment ne peut pas être open bar. Bon. Oui, mais bon. Il ne peut pas l'être. On m'avait dit que le maire et le conseil municipal devront, oui, tout à fait. devront respecter. Mais je vous ai aussi dit, dans les limites de l'enveloppe budgétaire et dans les limites des compétences que nous allons discuter et attribuer au conseil de quartier. Les compétences, ça peut être très simplement, pour la première mandature, le conseil de quartier a un regard sur les travaux de proximité, petits travaux, les trottoirs, l'éclairage public, l'entretien de la voirie et des espaces verts. Voilà, ça peut s'arrêter à ça. C'est déjà beaucoup. Et sur, par exemple, l'animation socio-culturelle. Voilà, vous avez 4 domaines de compétences. Et donc, voilà, vous me parlez de cours de tennis, ben non, on n'est pas dans les domaines de compétences. Non, Ce qui n'empêche pas le conseil de quartier, dans ses réunions régulières, de faire remonter des aspirations plus larges. C'est aussi le but. Donc vous voyez que c'est... Coup de main d'intérêt général. Vous voyez que ce n'est pas démagogique. Mais c'est une révolution. Alors ça se fait dans certains endroits, mais chez nous c'est une révolution. Et moi je crois que c'est une révolution parce que c'est du pouvoir, c'est du vrai pouvoir qui est donné aux citoyens. Le président de ce conseil de quartier va donc être une personne qui compte. Et je crois que dans le système politique que nous avons et que nous nourrissons, les élus n'aiment pas beaucoup avoir de concurrence, si vous voulez. Ou de personnes qui pourraient, dans 6 ans, avoir pris du poids et se positionner. Voilà. Bon. On n'est pas dans cet état d'esprit-là. On est dans un état d'esprit positif. Il faut réussir à faire des choses. Et l'une des manières de réussir à faire des choses, c'est d'impliquer les citoyens. D'accord. Vous les impliquez tellement que vous les faites travailler pour rien. Oui. Vous leur imposez de travailler pour rien. Non, on ne leur impose pas. Mais attendez, c'est dans votre programme, vous allez leur imposer votre programme. Coup de main d'intérêt général. Tout à fait. C'est pas les travaux d'intérêt général de la prison. Ben c'est ça. Je vous vois venir. Ça y ressemble. Non, ça y ressemble. Pas du tout. Les coups de main d'intérêt général, écoutez, on a un très bel exemple. On a un très bel exemple. Je ne sais pas si KMT a couvert cet événement de grand intérêt. Une association de quartier à l'enclos a décidé de refaire une passerelle handicapée pour une vieille dame. Voilà. C'est un coup de main, c'est d'intérêt général. Bon. Et vous voyez, on a découvert ce reportage. Alors, je n'étais pas au courant de cette action, malheureusement. Mais c'est quelque chose qui fait déjà partie de notre culture en Martinique, qui se perd peut-être un peu, mais qui continue à vivre, en tout cas à Shellshare. Et donc, nous voulons simplement, à travers cette action que vous voyez dans cet avant-projet, accompagner ces initiatives des habitants. Voilà, ce sont des initiatives positives. Nous ne voulons ni les abandonner à leur sort, ni nous accaparer leur action spontanée, mais la ville doit accompagner ces initiatives-là. Voilà. D'accord. Donc c'est pas du tout... Non, mais... Vous êtes taquin, hein? Non, mais dites-moi, il y a 20 minutes, quand vous avez commencé à dire ce que vous souhaitez pour cette ville, vous avez commencé par le front de mer, par le port. Vous n'avez pas parlé de ça? Alors, je vous ai parlé des atouts de Shellshare. Oui. Donc vous avez commencé par ça, par le front de mer, la façade maritime. Très bien. Bon, j'ai lu ça rapidement, mais je n'ai pas vu sa façade maritime dedans. Ah si. Montrez-moi, parce que vous voulez pas voir? Non, je veux bien voir, mais je n'ai pas vu. Je vais chausser mes lunettes de cinquantenaire. Chausser. Pour vous dire que
Vous avez une ambition. Alors voilà, ce projet, cet avant-projet, il est structuré avec une intention, faire Shellshare ensemble, 2 piliers. Voilà. Nous avons une ville qui est debout sur ses 2 jambes, la citoyenneté et l'excellence. Revenez sur la façade maritime. Et 11 ambitions. Oui. Voilà. L'une de ces ambitions, c'est valoriser le terroir chelchérois. Valoriser le terroir. C'est dans l'excellence. Attendez, valoriser le terroir chelchérois. Tout à fait. Et le terroir chelchérois, c'est à la fois la terre, l'urbain typique martiniquais et la mer. Attendez, vous avez vraiment, ça m'a frappé, vous avez commencé par nous allons faire une façade maritime, et j'ai dans ma tête, vous avez fait... Et quand je lis le truc, je ne vois même pas maritime écrit. Dans cette ambition, valoriser le terroir... Mais oui, quand on dit terroir, on ne pense pas à la mer, franchement. Oui, mais ça c'est vous, Mais non, mais tout le monde voyez ça comme ça. La mer est le terroir de Shellshare. Oui, mais enfin bon... Oui, non, mais vous pensez ce que vous voulez, les Shellsharois, mais n'empêche que quand vous avez parlé de façade maritime, moi j'ai vu une marina, j'ai vu des choses comme un casse-pilote, il a Monsieur Mon Plaisir, et je ne vois pas ça dans votre programme. Non, vous ne verrez pas de marina dans mon programme. Bon, donc il n'y a pas de marina à Shellshare. Pour l'instant, il n'y en a pas. Non, je veux dire, dans votre projet. Malgré les promesses. Dans votre projet, c'est là ou pas? Et dans mon projet, il n'y en a pas. Parce que c'est super vague le terroir. Nous allons certainement parler, mais c'est vague parce que vous n'abordez que l'ambition. Une ambition ne peut pas être détaillée. Elle est détaillée dans ses déclinaisons opérationnelles, dans des mesures, dans des actions. Mais justement, je m'attendais à avoir des actions. Alors quand vous voyez structuration de la filière pêche, oui. Quand vous voyez aménagement des plages, quand vous voyez gestion des postes de surveillance de baignade, oui, ça c'est intéressant. Ça ne vous paraît pas contribuer à la gestion de la façade maritime? Non, ça me paraît participer de ce qui existe déjà. Mais je ne vois pas de construction. Alors, bon, vous allez mettre des maîtres nageurs. Bon, voilà, très bien. Oui, non, mais bon, c'est très bien. Un projet ne consiste pas dans des constructions. Attendez, je ne vois pas, je sais pas, aménagement plage et gestion post-surveillance. C'est super vague. Aménagement plage, on va mettre des pliants, on va mettre l'éclairage public qui convient. Oui. Pour la sécurité des gens et pour la protection des espèces. Vous savez qu'à Shellshare, vous avez des tortues marines qui viennent pondre, encore, sur plusieurs plages de Shellshare, Madiana, Le Bourg et Lance-Madame. Donc vous allez les protéger. Voilà. Il faut éclairer, mais protéger les espèces. Il faut permettre aux familles qui viennent de plus en plus nombreuses à Shellshare, à la plage, pour toutes sortes de raisons, pour des raisons économiques, etc., qui restent plus près du centre, il faut leur permettre de trouver un minimum de confort. La plage de Shellshare, ça ne joue pas, hein. Le soleil ne joue pas, le sable est noir, ça ne joue pas. Il n'y a pas beaucoup d'arbres, donc donc aménager, c'est planter un peu, c'est poser quelques bancs avec un mobilier qui peut subir intempéries, voire inondations. C'est aussi traiter la question des déchets. Voilà. Mettre des bacs pour récupérer des déchets, pour que les vous améliorez l'existant, quoi. Oui, mais c'est très important. Non, j'ai pas dit que c'est pas important, c'est ce que vous faites. D'accord. Mais bon. Voilà. Mais bon, tout n'est pas dans cet avant-projet d'abord. Et puis tout n'est pas détaillé dans le document que vous avez. Martinique Transport. Donc vous souhaitez faire un transport entre le bourg et les quartiers. Oui. Comment vous allez faire? Il faut négocier. C'est l'occasion que vous me donnez de parler du transport à Shellshare, qui est en souffrance depuis le mois d'octobre. Les Shellsharois sont en souffrance depuis le mois d'octobre parce que la société Sotravom est paralysée. Il ne m'appartient pas de définir le poids des responsabilités de chacun entre la CSTM et le patron de l'entreprise, et même la CFTU. Et même Martinique Transport. Vous voyez, on est dans un jeu de plusieurs acteurs. En revanche, c'est vraiment extrêmement pénalisant pour les habitants de Shellshare. Voilà. C'est vraiment extrêmement pénalisant. Et donc cette mesure qui est proposée là, qui est de créer un espèce de système de transport interne, comme cela existe dans certaines communes. Vous avez Trasla au Gaumont, vous avez un système de transport au Lorrain. Ce n'est pas une idée farfelue, mais c'est une idée qu'il faut négocier avec l'autorité unique, qui est Martinique Transport. Et donc il faut, comme pour le transport d'aujourd'hui, que les élus se posent là et travaillent. Voilà.
Il y a là une mesure qui me paraît très, très originale, par contre, c'est la régie de territoire pour ouvriers. Par contre, ce que vous avez dit. Très original, par contre. Oui, non, mais parce que bon. Régie de territoire pour l'insertion. Ouais. C'est quoi ça? Une régie de territoire, c'est un statut. C'est un statut juridique. C'est un établissement associatif, avec un statut un peu particulier, qui lui permet de recevoir des fonds à la fois de l'État, à la fois de l'Europe, à la fois des collectivités, à la fois des entreprises et à la fois de Pôle emploi. Enfin, j'ai dit l'État, mais c'est aussi Pôle emploi. Voilà. Pour remettre les personnes en rupture au travail, qu'il s'agisse de jeunes ou qu'il s'agisse d'autres publics éloignés de l'emploi. Oui. Voilà. L'échelle Chérois. Oui, l'échelle Chérois. Ah, bien entendu, l'échelle Chérois. Voilà. Donc la régie de territoire de Chelcher. D'accord. Il y a des régies de territoire. Ça peut être à l'échelle d'une agglomération, ça peut être à l'échelle d'une commune. Et il y a des régies de quartier aussi. Voilà, dans certaines villes, il y a des régies de quartier pour les quartiers sensibles, etc. Voilà. Nous avons choisi de porter une régie de territoire. Alors, aujourd'hui, on en est à la régie de territoire. Bon, nous ne sommes pas... Aujourd'hui, nous avons des connaissances, si vous voulez, mais nous ne sommes pas dans cette démarche-là et pour l'instant accompagnés d'experts de ces domaines-là. Et donc, il est possible que nous choisissions une autre forme juridique pour faire la même chose. Voilà. Collecter tous les fonds qui sont déjà mobilisés, ils sont déjà mobilisés les fonds. Vous avez du RSA qui est versé, vous avez des indemnités chômage, vous avez des subventions, bon, voilà, vous avez des actions de formation. La régie de territoire permet de capter tous ces fonds-là et de porter un projet plus concentré, plus cohérent, et de mettre ces personnes-là à la disposition soit des particuliers, soit des entreprises, soit de la collectivité CTM également. Voilà, donc c'est un dispositif qui existe, qui n'est pas une source de dépenses extraordinaires pour la ville, pas plus en tout cas qu'elle ne met aujourd'hui sur ces thématiques-là, mais qui est par contre un outil juridique intéressant pour capter et coordonner des financements fléchés. D'accord. C'est un outil important à Chelcher, hein, malgré tout. Voilà, on a une ville où il y a quand même, comme partout, hein, un taux de chômage, des jeunes qui sont désœuvrés et qui aimeraient bien rester à côté de chez eux. Les gens sont assez attachés, hein, à leur commune et voilà, il faut que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir. Il faut que nous tentions tout pour que les gens aient envie de rester dans leur commune. Quel est le vrai nom de Madiana? C'est comment ça s'appelle? C'est le palais de quoi? Le palais des congrès. Ah, le palais des congrès. Ok. Oui. Alors, laissez-moi vous dire. Mais Madiana s'appelait Fonigo. Ah bon, là où il y a le truc, là, Fonigo. Fonigo. L'ensemble géographique, là, qui comprend le palais, la plage, etc., s'appelait Fonigo. D'accord. Voilà. Bon, le palais des congrès. Et il y avait là une distillerie, si je ne me trompe. D'accord. De la canne. Qui était le bébé de Max Élysée. Voilà. Oui, le palais des congrès, oui. Et le palais des congrès, est-ce que vous avez des projets pour ça? Et lui, il pensait qu'il fallait faire un appontement pour que les bateaux puissent venir, prendre des gens des Trois-Îlets, les emmener là et tout ça. Est-ce que c'est un truc qui est passé de mode complètement? Pour l'instant, ça ne fait pas, en tout cas, partie des choses qui nous sont remontées puissamment. Voilà. Parce que c'est très important. Hein. Si vous voulez, moi, je suis venu avec mes idées, comme l'habitant de Fontbernier est venu avec ses idées. Et ce que nous retenons, c'est ce qui fait sens pour une majorité. Oui, il y a un quai. Il y a un quai au bourg. Et qui permet déjà l'arrivée de navettes. D'accord. Et vous êtes à pied, vous êtes à 700 mètres du palais des congrès de Madiana, déjà aujourd'hui. Okay. Donc déjà, utiliser l'existant serait déjà une bonne chose. Cette ligne maritime qui fait Fort-de-France-Casse-Pilote, négocier. S'asseoir et négocier. Pour qu'elle s'arrête chez vous. Mais oui. Mais en vous proposant un grand funiculaire, un truc aérien et tout. Mais je suis également preneur. Vous êtes preneur des deux. Oui, tout à fait. Ce ne sont pas les mêmes usages, c'est pas la même praticité. Quand vous avez un funiculaire, je veux dire, il s'arrête à Bellevue, il s'arrête à Saint-Georges, il s'arrête au lycée Chelcher. Quand vous avez une navette maritime,
C'est simplement pour aller à Fort-de-France et pour revenir à Shellshare. Vous êtes content de ce funiculaire? C'est un bon projet, c'est ce qu'il fallait faire? Moi, ça me paraît être un projet intéressant, réaliste, plus réaliste que de poser de nouvelles voies au sol. C'est connu, hein, on a quand même des problèmes d'emprise au sol. Et poser des piliers me paraît quand même plus faisable que de tracer de nouvelles voies, que d'exproprier, etc. Qui prendrait encore 30 ans. Et donc oui, ça me paraît être un projet intéressant. Après, il faut l'étudier jusqu'au bout, il faut mesurer les impacts financiers sur la collectivité territoriale de Martinique. Voilà, mais de prime abord comme ça, oui, c'est un projet intéressant. Ok, vous faites pas confiance à la clinique Sainte-Marie, vous? Parce que vous voulez l'installation d'une maison médicale. On sait pourquoi faire. C'est totalement complémentaire. Une maison médicale, c'est un lieu au bourg qui va recevoir de manière groupée un kiné, un médecin, enfin voilà, des thérapeutes, voilà, etc. Voilà. Mais c'est un regroupement qui fait que les gens n'ont pas besoin d'aller à Fort-de-France ou d'aller à Casse-Pilote ou d'aller dans tel autre quartier pour trouver une spécialité. D'accord. Voilà. Et vous savez, bon, que nous réussissions à améliorer le transport ou pas, le bourg reste le cœur de ville et il faut le doter de cette maison médicale. D'accord. Est-ce que... Un dentiste. Comment? Un dentiste. D'accord. Est-ce que c'est pas par ordre alphabétique, ce document? Pas du tout. Est-ce que c'est par ordre d'intérêt? Non plus. Est-ce que le conseil consultatif vous paraît plus important que la médiathèque municipale, par exemple? Le premier de la liste et le dernier. Si vous voulez, la première de chacune des ambitions est importante. La première ambition de la citoyenneté, c'est structurer la participation citoyenne. Et c'est là qu'intervient la création du conseil consultatif, l'activation des conseils de quartier et d'autres mesures. La première ambition de l'excellence que nous voulons viser pour Shellshare, c'est faire de Shellshare une ville exemplaire. Et c'est là que nous retrouvons ce qui sera certainement notre premier grand chantier, c'est la construction avec le personnel, avec nos méthodes participatives, de nouveaux projets d'administration municipale. Là, vous êtes en train d'attaquer les fonctionnaires municipaux, là. Ah, du tout. Vous dites que ça ne va pas, il faut refaire tout ça. Mais eux vous diront que ça ne va pas. Ah, eux vous diront que ça ne va pas. Et eux vous diront que le dialogue est difficile aujourd'hui. Et eux vous diront qu'un préavis de grève ouvert il y a de ça 1 an et demi n'a jamais été clôturé par un protocole d'accord avec un syndicat majoritaire. Voilà. Aujourd'hui, le dialogue est de mauvaise qualité à Shellshare. Je pense que ce n'est pas une attaque politicienne que de dire ça. Voilà. Chaque agent municipal le sait. Le dialogue entre l'édilité et le personnel est de mauvaise qualité. Comment voulez-vous faire fonctionner une ville à partir d'un cœur de machine distendu, où le dialogue et la cohésion ne sont pas les maîtres mots. Voilà. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Et donc, ce n'est pas du tout critiquer le personnel de la ville que de dire qu'il faut, au contraire, s'asseoir avec lui et construire de nouvelles perspectives. Et pas seulement s'asseoir pendant les 3 premiers mois du mandat pour bâtir un plan, mais être dans le dialogue à tous les moments de la mandature. Moi, ça me paraît extrêmement important. Vous savez que je suis un agent territorial, je l'ai été pendant 14 ans avant de venir à l'entreprise, et je le suis de nouveau depuis 2 ans. C'est extrêmement important, un dialogue régulier. Nous en avons besoin en tant qu'agents municipaux. Nous avons besoin de lignes directrices et pas seulement d'impulsion quand la population crie ou quand l'édilité a envie de voir se réaliser un projet. Voilà. C'est une équipe. Édilité et administration municipale forment une équipe. Il faut que cette équipe se parle le plus souvent que possible. Et évidemment, nécessairement, aux moments légaux qui sont prévus pour ça. Et donc c'est un chantier extrêmement important pour moi, ce dialogue-là. Vous êtes un agent territorial. Absolument. Aujourd'hui, oui, je suis chargé de mission. Et vous l'avez été pendant 14 ans. Et je l'ai été précédemment. J'étais même fonctionnaire territorial. Et quel est le regard que vous jetez
sur le personnel territorial, les gens qui servent aujourd'hui nos collectivités? De manière générale ou à Shellshare? De manière générale. De manière générale. Mais à Shellshare aussi, parce que ça ne doit pas être très différent. Moi, je crois que ce sont des personnes qui ont envie de bien faire. Mon principe dans la vie, c'est le principe de bonne foi. C'est un peu comme aux impôts. Voilà. Vous avez oublié de payer vos impôts. La première fois, vous avez le bénéfice du doute. Bon. Mais je fonctionne un peu comme ça. Donc moi, je suis sur le principe de bonne foi. Je suis convaincu que les personnes qui travaillent là et ont envie de travailler là... Attendez, mais moi, je vous demande pas ça. Vous êtes convaincu? Je vous demande ce que vous avez observé pendant 16 ans de votre vie. 14 ans plus 2 ans, là, j'ai 16 ans. J'ai observé que mes collègues avaient envie de donner. D'accord. Voilà. Mais qu'ils n'avaient pas toujours les conditions pour le faire correctement. D'accord. Voilà. En tout cas, ils sont capables d'excellence, quoi. Bien entendu. Ok. Est-ce que vous êtes pour la contractualisation de ce personnel? Comme le voudrait... Contractualisation. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de fonctionnaires, on fait des contrats. Comme le préconise M. Macron. Non, moi je ne suis pas favorable à... Vous n'êtes pas favorable à ça? Je ne suis pas favorable à cette libéralisation-là. Voilà. Qui va ouvrir la porte certainement à beaucoup d'excès, à beaucoup plus de clientélisme et à beaucoup de ruptures de contrats lors des alternances. Voilà. Donc, moi je suis favorable au maintien du statut de la fonction publique. Tel que c'est. Oui. Ah, il y a certainement des évolutions à trouver dans le travail et dans la concertation, toujours. Mais voilà, je ne suis pas favorable à cette brutalité-là. Moi, ça me paraît être brutal. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord pour évaluer le travail des fonctionnaires? Tout à fait. Attendez. Et de les payer en fonction? Non plus. Bon, alors qu'il y ait une part supplémentaire de mérite dans la rémunération. Oui. Pourquoi pas, si la collectivité en a les moyens. Bon. Mais non, on peut pas sur le même métier et en fonction de réalités différentes, avoir des déséquilibres trop importants. Voilà. Moi, je suis très attaché au service public. Personnellement, je suis très attaché au service public. Je suis un peu un enfant du service public, c'est vrai. Mes parents étaient tous les deux fonctionnaires. Je l'ai été un temps. Bon, mon tempérament, encore une fois, un peu tireur, a fait que j'ai choisi de tenter d'autres choses. Mais je suis très attaché au service public et ça me paraît important qu'il y ait un socle qui ne soit pas déstabilisé en permanence. Voilà. On a besoin de services publics dans ce pays, en France et en Martinique aussi. On voit bien ce que ça donne. Les attaques au service public, on voit bien ce que ça donne dans l'hôpital notamment ou dans d'autres secteurs. Bon, moi je le redis, je suis très attaché au service public. D'accord. Alors, franchement, devenir une ville citoyenne pilote. Qu'est-ce que c'est une ville citoyenne pilote? Alors moi, je suis de Shellshare, on veut que ma ville devienne une ville citoyenne pilote. C'est terrible ça. Ça veut dire donner l'exemple dans son environnement d'abord, dans son agglomération et dans sa Martinique. Et bon, on ne va pas être trop prétentieux et dire qu'on va essaimer le modèle Shellshare partout, mais... Ah mais si, pilote, c'est ça que ça veut dire. Pilote dans l'agglomération, pilote en Martinique. Mais oui, pilote en Martinique. Pilote, bien sûr. C'est ce qu'on lit là. Oui, pilote en Martinique. D'accord, c'est ça votre ambition. Oui, c'est ça mon ambition. Alors, un bon citoyen, qu'est-ce qu'il fait? Un bon citoyen, qu'est-ce qu'il fait? Il va voter, il va à la messe le dimanche, il fait quoi le bon citoyen? Le bon citoyen, il participe à la vie de la cité, il participe aux décisions, il participe au conseil de quartier, il participe au conseil consultatif citoyen. Simplement. Il va au cinéma, il va dans les conseils consultatifs. Il va aussi au cinéma. Il est bon citoyen. Il va aussi au cinéma. Non, vous voulez toujours me faire juger les gens, je ne juge pas les gens. Je ne juge pas les gens. Non. Il joue pleinement son rôle de citoyen. Une des expressions que nous utilisons souvent, c'est la pleine citoyenneté. Voilà. La citoyenneté, c'est pas seulement attendre et recevoir, c'est participer aussi. On veut obliger les gens à faire des coups de main, mais non. Mais il faut que les gens prennent soin de leur environnement, par exemple. Je veux dire, s'il y a des épaves de voitures, s'il y a des encombrants, je prends un exemple. En haut de la Démarche, il y a un terrain de football. La Démarche est un quartier un peu rural, avec des maisons un peu essaimées.
y a un endroit où il y a un regroupement d'encombrants, et il y a plusieurs endroits, malheureusement même, d'encombrants, d'épaves de voitures, etc. Je n'imagine pas que ce sont des gens de Saint-Pierre qui sont venus poser un véhicule là. Je n'imagine pas que les encombrants, les vieux pots de peinture, etc., ce sont des gens de Batelière qui sont venus les déposer en tête de la démarche. Et c'est pareil dans tous les quartiers, dans beaucoup de quartiers. Ça veut dire qu'il faut que nous acceptions, nous, citoyens, de changer de posture et d'adopter une posture responsable. Voilà. Il y a des choses pour lesquelles l'intervention de la puissance publique ne doit pas être systématique. Voilà. C'est ça la philosophie de notre projet. À travers les conseillers de quartier, les citoyens se prennent en main. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites comme ça, beaucoup de choses techniques et matérielles, mais c'est aussi cette prise en main l'occasion de recréer ces solidarités qu'on regrette, dont on regrette souvent l'affaiblissement et la disparition. Voilà. Alors vous savez, depuis le début de l'année, on est dans les quartiers, on fait des ateliers de quartier, on fait des visites, on fait des porte-à-porte, on se présente aux gens, on recueille leurs idées, leurs talents, et je garde l'exemple de la démarche. Le premier réflexe des gens, mais je pense qu'on les a habitués à ça, c'est de dire ouais mais il faudrait enlever ça, il faudrait enlever ci, voisin en rave méché, excusez-moi pour l'expression. C'est comme ça que parlait chez le Chérois. C'est comme ça que parle le Martiniquais. Allez. Et le premier réflexe, c'est ça. Mais voilà, dès que vous grattez un peu, voilà, moi je ne suis pas dans une posture de clientélisme et de flattage des gens. Voilà. Monsieur me dit, oui, mais le cabri du voisin mange mes choux. Je plante des choux là et le cabri du voisin les mange. Je dis, vous êtes parlé non. Bon, voilà, c'est la base quand même. C'est la base. Et pour moi, ces conseillers de quartier, ils vont permettre d'ordonner et de prioriser un certain nombre d'interventions municipales, mais ils vont aussi permettre aux habitants de se retrouver, voilà, et de construire eux-mêmes la vie de leur quartier. C'est extrêmement important. Vous allez faire des concours de citoyenneté aussi. C'est pas un ordre du jour. On peut étudier l'idée. Vous êtes chez moi ? Vous êtes chez moi ? Mais ça m'amuse, je veux dire que vous avez fait un concours. Qu'est-ce qui est le plus citoyen ? Est-ce celui de Terville ou celui de la démarche ? Non. On fait un concours. Non, on va pas faire ça. Par contre, une autre de nos ambitions, c'est de consolider les liens entre les quartiers en citoyenneté. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, Chelcher, c'est un peu, bon, c'est un mot de Césaire, mais c'est un peu une république de quartier. Et c'est vrai que les gens de Batelière ne traitent pas beaucoup avec les gens de Fonlaillé, quoi. Vous allez accentuer ça, là. Ou les gens... Pourquoi donc ? Avec les conseils de quartier ? Mais oui. Ah, mais pas du tout. Mais chaque quartier va se réunir. Et mon conseil consultatif citoyen qui regroupe tout le monde. Oui. Oui. On va pas accentuer ça. On a encore un peu de temps. Oui. On a 5 minutes, là. À 5 minutes. Ouais. Non. Donc, Non, c'est important. Cette vie de quartier, elle est importante. Les quartiers, aujourd'hui, ont chacun un peu leur vie. Il faut consolider les liens entre eux. Et si on ne va pas faire de concours de citoyenneté, on fera par contre ce qui existe déjà, qu'on va renforcer. Ce sont des jeux interquartiers. Voilà. Je vous l'ai dit, hein, ce qui est produit dans cet avant-projet vient du terroir chez le Chérois. Voilà. Il ne vient pas de mon esprit de bourgeois de Terville, il vient du terroir chez le Chérois qui est divers. Voilà. Et il est vraiment divers. Et les jeunes de Fonlaillé nous ont dit, alors ils nous ont parlé de leur difficulté à accéder aux équipements municipaux. Voilà, à Fonlaillé, un plateau sportif. Il y a des latrines. Bon, une association détient les clés des latrines et tout le monde n'y a pas accès. À Fonlaillé, il y a un front de mer, ouais, je m'éloigne encore un peu du sujet, mais c'est pas grave, ce sont des choses importantes. Il y a un front de mer avec un kiosque, avec des toilettes publiques. Tout le monde n'a pas toujours accès à tout. Voilà. Les lieux sont souvent monopolisés par des groupes et voilà, il n'y a pas un partage de l'espace qui soit un peu réglementé, pas de manière rigide, mais
Je pense qu'il faut un arbitrage. Alors, demain, ça sera d'abord un arbitrage du conseil de quartier, mais aussi un arbitrage de la municipalité pour que chacun trouve sa place. Voilà. C'est très important. L'équité est une donnée très importante. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce projet, c'est 2 jambes, 2 bras, 1 tête. Les 2 jambes, c'est la citoyenneté et l'excellence. Le bras du cœur, c'est le respect qu'on doit aux gens, à tout le monde, de la même manière. Voilà. Il ne s'agit pas d'être très courtois et très sympathique avec les habitants des beaux quartiers, et puis d'être plus dur et plus tranchant avec les habitants des quartiers un peu moins favorisés. Et le bras droit, c'est celui de l'action. Voilà. On parle beaucoup de finances à Shellshare. Moi, j'entends beaucoup parler de finances, de difficultés financières, d'impossibilité d'agir. Moi, je dis non. Je dis non. Moi, je dis que Shellshare est une ville relativement aisée. Elle a les difficultés de charge de fonctionnement et de charge de personnel. Et il y a trop de personnel ou pas? Il y a toujours un peu trop de personnel, oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, écoutez, ça fait partie du plan d'administration que nous allons élaborer. On va tout examiner. Moi, ce sont des choses pour lesquelles ce sont des choses qu'il faut examiner avec le personnel et avec des experts. Voilà. Est-ce qu'il y a trop de personnel? Est-ce qu'il est bien positionné? Est-ce qu'il n'y a pas de la facilitation à faire pour le départ à la retraite? Voilà, il y a toute une série de choses qu'il faut étudier. Moi, je ne veux pas en parler comme ça en freestyle. Ce sont des choses qu'il faut étudier et que nous allons étudier. Et donc, vous m'avez fait perdre un peu mon fil. Non, vous étiez... Non, il n'y a pas de fil particulier. Non, je parlais des finances. Voilà. Ouais. Je parlais des finances et avoir des finances tendues ne justifie pas qu'il n'y ait pas d'action municipale à hauteur de ce qu'apportent les Shellsharois. Voilà. Aujourd'hui, les Shellsharois sont ceux qui, en Martinique, paient le mieux leurs impôts. Voilà. Le taux de collecte des impôts à Shellshare tourne autour de 58%. C'est 20 points de plus qu'à Fort-de-France. C'est-à-dire qu'à Shellshare, on paie notre taxe d'habitation, notre taxe foncière, etc. à 58%. Attendez, est-ce que les gens de Shellshare sont meilleurs payeurs? Oui, c'est ça. C'est ça que vous êtes en train de dire? C'est ça. À revenu égal. Les gens de Shellshare payent mieux que ceux de Fort-de-France. Oui. À revenu égal. Oui. C'est vrai ça? Non, pas à revenu égal. Ah oui, alors non, ça c'est deux choses différentes. Parce que si la ville de Fort-de-France est plus pauvre proportionnellement que celle de Shellshare, forcément que vous allez payer plus proportionnellement. Oui. Donc vous êtes riche. On n'est pas une ville riche, on est une ville qui peut, moins que d'autres, se plaindre de ses difficultés financières. Voilà. D'accord. On est une ville en tout cas. C'est ça qui vous attire. On est une ville en tout riche. cas. Non, non, pas du tout. Je pense que le métier de maire n'est pas un métier facile. Voilà. Pour vous, c'est un métier. Et quel que soit le niveau de la population. Oui, c'est un métier. Moi, je considère que c'est une passion qu'il faut exercer pendant un temps limité. Voilà, limité. Moi, je considère, et nous considérons, avec les ateliers Shellsharois et avec notre liste qui va s'appeler Faire Shellshare ensemble, que nous agirons dans le cadre d'un mandat unique. Je suis maire, je ne suis pas conseiller territorial. Nous agissons dans le cadre d'un mandat unique, d'autant que quand vous êtes maire, vous êtes obligatoirement élu à la communauté d'agglomération. Déjà, de fait et obligatoirement, vous avez déjà deux postes. Donc, mandat unique et mandat renouvelable au maximum une fois. Voilà. Moi, il me semble que 6 ans, c'est suffisant si on y met du cœur, si on y met de la présence, si on y met de la volonté, de la détermination, c'est suffisant pour amorcer et même voire aboutir un certain nombre de projets. Et vous demandez 12 ans 12 ans maximum. 12 ans, c'est un maximum. Voilà, c'est un maximum. Si en 12 ans, vous n'avez pas fait un certain nombre de choses, vous n'allez pas les faire en 18 ans. D'accord. Si vous êtes élu maire de la ville de Shellshare, est-ce que vous vous présenterez à la CTM? Non.
Je viens de vous répondre à cette question. Oui, 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 je ne sais pas, je vous demande quand même. Non. La réponse est non. 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 Vous n'allez pas... La CTM m'intéressera. Quand vous ne serez plus maire. M'intéressera moi quand je ne serai plus maire. Oui. D'accord. Non, je veux dire, est-ce que la ville de Chelchev va vous servir de tremplin pour la CTM? C'est pas du tout l'objectif. C'est pas du tout votre objectif. Du tout. D'accord. Du tout. Vous savez, moi, je vous l'ai dit au début, je fais des choses qui sont en cohérence avec ce que je crois être, avec ce que je me crois capable de faire. Ce que je maîtrise aujourd'hui, c'est ma ville. Voilà. Je connais assez bien son territoire maintenant. Je commence à connaître un peu les gens. Je connais un peu ses associations. Je connais les méthodes, les techniques, les ficelles de la gestion municipale. Pour y travailler depuis bientôt 20 ans. Voilà, c'est ça que je maîtrise. Bon, et ce qui m'intéresse, c'est mon environnement immédiat. Moi, j'ai toujours considéré les choses comme ça. Vous m'avez demandé pourquoi j'étais rentré en Martinique au lieu d'aller voyager dans le monde. Qu'est-ce que vous allez faire dans le monde si vous ne connaissez pas votre pays d'abord? Voilà. D'abord ma ville. Dans 6 ans, dans 12 ans, moi je ne veux pas, je ne tire pas le plan sur la comète, je ne veux pas présager de l'avenir. Aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, cet exercice que nous faisons depuis 2 ans, je le trouve d'une immense richesse. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Vraiment, quand on s'assoit autour d'une table, d'où qu'on vienne, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre religion, quel que soit notre âge, quel que soit notre quartier de résidence, quand on s'assoit autour d'une table, il en sort quelque chose de nouveau. Voilà. Vous venez avec votre souhait que l'agriculture soit soutenue de telle manière à la démarche. Madame Untel va venir avec une vision un peu différente, et moi je vais venir avec ma vision encore un peu différente, et nous allons composer quelque chose de nouveau qui sera juste. Voilà, c'est ça la philosophie des ateliers Chelcherois, et qui se passe très bien c'est une idéologie en soi. Voilà, ça se passe de dogme. Voilà, je n'ai pas besoin d'être socialiste pour mettre ça en œuvre. Je n'ai pas besoin d'être progressiste. Enfin, je n'ai pas besoin d'être PPM pour mettre ça en œuvre. Je n'ai pas besoin d'adhérer à PIA pour mettre ça en œuvre. D'accord. Je fais aujourd'hui, j'anime. Alors bon, on utilise aussi, on est un peu dans des choses hybrides, parce que, bon, il ne faut pas perdre le contact avec la réalité. Je suis aujourd'hui l'animateur d'une dynamique, l'animateur d'une association, l'animateur d'un groupe qui s'appelle Faire Chelcher Ensemble, et l'animateur d'une dynamique. Voilà. Et c'est un mot important. Voilà. Je suis animateur, je ne suis pas le patron, je ne suis pas C'est vraiment, c'est la réalité du rôle. Je suis un animateur. Voilà. Et je veux prendre en compte les opinions des autres personnes. Parce que c'est vraiment ensemble qu'on arrive à construire des choses extraordinaires. Est-ce que toute société humaine a besoin d'un chef ou pas? Le fait d'avoir un animateur, c'est déjà... Attendez, vous avez dit que vous êtes animateur, vous avez bien fait attention à dire je suis animateur. Il y a de dire je ne suis pas chef du tout. De fait. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas une position autoritaire. Voilà. Je suis celui qui, par ses qualités, j'espère, facilite le dialogue. Voilà. C'est ça qui me paraît important dans une communauté humaine. La démarche, il y a beaucoup de terres là. Oui, je ne pourrais pas vous dire combien d'hectares, mais il y en a encore beaucoup. Il y en a encore beaucoup. Oui, il y en a encore beaucoup. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer que, au lieu de faire les rencontres le soir ou que vous voulez faire avec vos collègues là, avec vos citoyens, vous restiez chez vous et puis vous réfléchissiez, vous trouviez véritablement combien de patates douces il faut planter à la démarche, combien d'ignames et combien de choux, et que vous arriviez avec un projet comme ça. Plutôt que de dire, on va écouter tout le monde, celui-là va emmener ses idées, celui-là va emmener ses idées. Mais moi, je prends en charge le développement du pays. Et je vais certainement écouter les gens un peu, mais ce qui est important, parce que j'aurai, en étudiant vraiment les terrains, savoir s'ils sont chlordéconés, s'ils ne le sont pas, leur proposer un projet, un plan. Plutôt que de les écouter, je propose quelque chose. Il faut faire les deux.
Il faut faire les deux. C'est la démarche que nous avons. Parce que, évidemment, on n'est pas sorti directement de. Je ne sais pas si ça se voit, mais bon, voilà, on n'est pas sorti directement de nos ateliers avec un schéma tout fait. Bon, il y a un travail préalable qui permet de faire émerger des idées, qui permet de construire des idées, c'est quand même le plus important. Et puis il y a un travail d'affinage et de mise en adéquation aussi avec les moyens de la ville et les moyens que nous pensons pouvoir mobiliser. Voilà. Donc il faut faire les deux. Cela dit, quand vous êtes, moi j'utilise toujours cette image-là, quand vous êtes assis autour d'une table, ce travail-là se fait. Il se fait de fait. Il se fait de fait. Alors c'est vrai qu'il faut une instance qui sorte du quartier et qui soit en mesure d'avoir une réflexion globale. Elle existe. C'est encore une fois notre conseil consultatif citoyen, voilà, qui va pouvoir, avec l'aide de la municipalité, avec l'aide des services municipaux, avec l'aide d'experts, de bureaux d'études, qui va pouvoir mener ce travail-là, préciser certaines choses, mobiliser des groupes de travail ad hoc sur telle ou telle thématique. Oui, le travail continue, de toute façon. Est-ce que vous voulez dire une dernière chose avant la fin de cette interview? Eh bien, je suis heureux d'être là. Voilà, je voudrais dire aux Chelchérois que je suis heureux d'être là. Je crois que je n'avais pas vocation à faire de la politique, entre guillemets, parce que c'est quand même faire de la politique, s'occuper de son terroir, de sa commune, de son environnement, c'est nécessairement faire de la politique. Mais on a trouvé un bel élan, un bel enthousiasme, un bel accueil aussi dans les quartiers. Et je suis très heureux d'être là. Quel qu'en soit le résultat, nous avons déjà gagné. Voilà. En général, on commence à travailler 2-3 mois avant l'échéance pour être sûr de ne rien rater. Bon, là, ça a commencé plus tôt que d'habitude. Les Chelchérois s'en étonnent et en sont assez contents. Voilà. Le maire va se représenter? Il semble que oui. Nous sommes les premiers à avoir officialisé notre candidature. Est-ce que vous êtes copain avec le maire? Non, je le connais presque de vue. Je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec lui à la CACEM, puisque je suis parti de la CACEM en 2007, parce que je travaillais à la mairie de Fort-de-France et à la CACEM en début de carrière. J'en ai démissionné en 2007. Et c'est Alfred Almond qui était toujours maire de Chelcher jusqu'à 2008. Voilà. Donc c'est quelqu'un que je croise. Je l'ai croisé dans mes activités professionnelles autour de politique publique. Mais je ne le connais pas. Vous avez de bons rapports avec lui? Vous n'êtes pas fâché, quoi? Du tout. Merci beaucoup. Chers amis de Canal Marketing Télévision, chers amis de LCL, nous avons eu le très grand plaisir de discuter devant vous avec Franck Sainte-Rose-Rosemont, qui est président de l'association Les Ateliers Chelchérois et qui se présente aux élections municipales, aux prochaines élections municipales à Chelcher. Au revoir et à bientôt. Merci de votre visite. Merci beaucoup.